Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Nous partons aujourd'hui à la découverte de cet écosystème qui habite notre intestin. Il s'agit du microbiote. Ces 100 000 milliards de bactéries qui peuplent notre tube digestif jouent un rôle très important et à bien des égards, surtout parce que l'on sait que notre ventre est notre deuxième cerveau. On en parle aujourd'hui avec une spécialiste, Michèle Penka, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, spécialiste en médecine fonctionnelle et médecine anti-âge. Vous êtes également conférencière. Vous enseignez en master à l'Université de Versailles. Ce sont deux activités finalement qui vous permettent de sensibiliser le grand public, mais aussi les professionnels, à l'importance d'une régulation optimale de notre métabolisme, notre système immunitaire, notre tube digestif et du microbiote. On en parle justement aujourd'hui. Est-ce que vous, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement le microbiote ? Absolument. Le microbiote intestinal, parce qu'on a plusieurs microbiotes. Partout, en fait, où il y a une muqueuse dans notre organisme, eh bien, il y a un petit peuple ami qui Donc nous ça veut vient du bien, tapisser cette muqueuse. qui vient tapisser la muqueuse. Et c'est extrêmement important parce que les muqueuses sont en contact avec le milieu extérieur, que ce soit au niveau du tube digestif, au niveau vaginal pour les femmes, au niveau du nez pour tout le monde. Et donc, la muqueuse a une fonction de barrière. C'est une protection extrêmement importante, la première barrière en fait de notre organisme. Et donc le microbiote, la flore qui vient peupler ces muqueuses, fait partie intégrante de cette barrière. Donc ce sont des défenses pour empêcher les agents externes de venir, d'entrer, de nous agresser, de faire des tas de choses pas sympas à notre immunité et donc du coup à tout notre équilibre de santé. Et si on zoome sur le microbiote intestinal, on sait aujourd'hui, parce que les connaissances ne cessent d'avancer, que nous avons donc cette flore amie aussi bien au niveau de l'estomac, de l'intestin grêle et plus bas que du côlon, mais la proportion la plus importante est au niveau du côlon. Voilà, c'est vraiment là qu'elle se situe, donc le gros intestin, comme on l'appelle aussi. Ça fait à peu près à la louche 2 kilos de bactéries. Quand même, voilà. Eh oui. De bactéries et autres. J'annonçais le chiffre de 100 000 milliards. C'est ça. Alors, selon les études, les sources, il y a des petites variations, mais on est néanmoins largement en plusieurs dizaines de milliards, c'est-à-dire au moins autant que le nombre de cellules humaines, ce qui me fait dire à chaque fois que nous sommes un organisme, un être hybride fait de cellules humaines et extra-humaines, ce qui est une combinaison complètement formidable, et en particulier parce que la bactérie est arrivée avant nous sur Terre, elle nous survivra largement, donc c'est quand même un allié incroyable qui est là avec nous pour travailler avec et pour nous sur notre santé. En quoi notre alimentation influence la composition de ce microbiote intestinal ? Eh bien, notre microbiote, il est vivant, donc il se nourrit, et il se nourrit à peu près de 20% de ce que l'on mange chaque jour. Donc, à chaque fois que je me sers une assiette, que je me sers une collation, eh bien, en gros, 1/5 de ce que je mange, ça va pour lui. À condition que ce soit voilà, des bonnes choses, parce que sinon il regarde passer et il dit « Ah non, là franchement, j'y vais pas ». Et donc du coup, un microbiote dénutri va s'appauvrir, se dépeupler. Donc quand le microbiote est abîmé, ce n'est pas parce qu'il va manger quelque chose qui n'est pas bon pour lui, c'est qu'il ne va pas s'en nourrir. Les deux choses, parce qu'à l'heure actuelle, on a malheureusement une malnutrition qui n'est pas juste le manque d'aliments, c'est pas tant, en tous les cas dans nos pays industrialisés, c'est pas la famine, c'est pas le manque de nourriture, c'est le manque de nourriture nutritive. C'est la famine en micronutriments essentiels et efficaces pour notre santé. Donc ce qu'on peut pointer du doigt, ce sont les produits ultra transformés, les additifs, exactement, la viande, le sucre. Et vous m'enlevez les mots de la bouche parce que j'allais dire, et en même temps que nous avons cette carence en nutriments très important, on a des choses à la place qui sont extrêmement délétères, qui sont toxiques, et qui sont toxiques pas que pour nous, pour nos cellules, mais aussi pour cette flore. Voilà. Est-ce que le stress a une influence aussi sur les caractéristiques de ce microbiote ? Oui, absolument. À chaque fois, alors
pour replacer le stress, c'est simplement une façon de dire la réactivité, de dire voilà, à un moment, je dois réagir par rapport à quelque chose qui se trouve dans mon environnement et je vais mobiliser certaines capacités pour sauver ma peau. À la base, c'était ça. Et de nos jours, on parle de stress, c'est-à-dire quelque chose qui est mal vécu, quelque chose où je me dis, j'ai pas les capacités, je me sens dépassée et je stresse. Voilà, c'est un peu le mot qui est couramment employé. Dans ces cas-là, on va avoir un stress qui se chronicise, qui devient régulier parce qu'on est submergé et qu'on a du mal à faire retomber la tension. Et on se retrouve en permanence dans notre organisme avec des shoots d'hormones, mais d'hormones de stress. Et en gros, s'envoyer un gros shoot d'hormones, cortisol, adrénaline, sur un moment bien défini pour faire face à une situation ponctuelle, on est fait pour, on est programmé génétiquement pour pouvoir assurer ce moment-là, mais pas en continu. En fait, c'est comme si on demandait à notre organisme d'être en mode Superman en permanence. Ben, Superman en non-stop, il peut pas. Enfin, à un moment, il faut vraiment mettre la machine au repos, il faut qu'il y ait tous les systèmes de récupération et de réparation qui puissent agir et se mettre en place. Et ça, c'est pas possible si on est complètement sous stress. Comment on peut s'apercevoir que finalement notre microbiote ne tourne pas rond ? Alors déjà, cliniquement, j'allais dire, c'est vraiment ce qui prime d'ailleurs. Le microbiote, il a beaucoup de fonctions dans notre organisme, mais la toute première, c'est quand même déjà de nous aider, de nous permettre à digérer. Alors, donc si on a des problèmes de digestion... Ah oui, là, c'est qu'il va falloir aller regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Et typiquement, c'est les ballonnements. Ça va être des gaz qui font fuir tous nos amis parce que c'est très malodorant. Ça va être des troubles du transit qui s'accélèrent, qui se ralentissent, qui se stoppent, on ne comprend plus rien. Même parfois, certaines brûlures, voilà, qu'on attribuait simplement à je stresse justement et j'ai des remontées acides. On voit que ça peut venir par des déséquilibres au niveau des flores. Donc finalement, il joue réellement un rôle de régulateur. Extrêmement, extrêmement. C'est un rôle de régulateur. C'est vraiment très intéressant. On parlait de cette notion de barrière, de défense. Notre première défense par rapport aux agressions externes, c'est déjà primordial. Mais en plus, 80% au moins de notre système immunitaire est situé au niveau de nos intestins et en interaction permanente avec le microbiote. Et le rôle du microbiote, c'est de lui donner des infos, c'est de le stimuler, c'est vraiment de canaliser et d'entraîner notre système immunitaire pour qu'il soit constamment opérationnel, ce qui n'est pas une mince affaire en plus de nos jours. Et donc, notre système immunitaire, comment ? C'est notre survie, là aussi. Justement, vous parlez de système immunitaire, de survie. Est-ce qu'un microbiote abîmé, détérioré, peut être à l'origine de certaines maladies ? Je pense notamment aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à l'obésité aussi. Tout à fait, parce que le microbiote joue un rôle dans la régulation de notre métabolisme du sucre, du glucose. À partir du moment où il est détérioré, on va pas bien réguler son poids, on va pas bien gérer tout le système mis en place entre notre alimentation et l'insuline. Dès qu'on touche à l'insuline, qu'on va en résistance à l'insuline, c'est le surpoids. Et il y a une étude qui est extrêmement intéressante parce qu'elle a été faite sur un peu plus de 50 000 femmes suivies pendant plusieurs années, je crois 14, qui a montré que consommer l'équivalent d'une canette chaque jour d'une boisson soda, jus, sans sucre, alors déjà avec sucre, on augmentait d'à peu près 30% le risque de diabète lié à l'alimentation, diabète de type 2, et sans sucre, y compris les boissons light, on augmentait le risque de 121%. Ce qui fait se dire, waouh, eh bien parce que le microbiote est complètement détérioré et perturbé par tous les additifs qui sont dans ces boissons sans sucre, les édulcorants, les substances sucrantes qui ne sont pas du sucre, on se rend compte qu'elles l'attaquent et que du coup, on dérègle encore plus la machine presque que de boire un coca en version rouge tous les jours. Je n'encourage pas à boire du coca. Certainement pas, attention. Je le disais un petit peu plus tôt, le ventre est, dit-on, notre deuxième cerveau. Dans quelle mesure notre microbiote influence notre niveau d'énergie, notre humeur? On parlait du stress, mais finalement nos performances, est-ce que ça peut avoir un impact direct sur une activité qu'on peut mener, peut-être notre business si on est chef d'entreprise? Absolument. 90% de la sérotonine, qui est une neurohormone, un neurotransmetteur, et en particulier celui de la gestion du stress, du lâcher-prise, de la détente,
dont on a terriblement besoin on quand on est à flux tendu tout le temps, justement pour la récup et pour pas être submergé, comme on disait tout à l'heure. 90% de cette sérotonine est synthétisée au niveau des intestins et par le microbiote. S'il est déséquilibré, s'il est plus capable d'assurer cette synthèse correctement, forcément, je vais avoir du mal à finir mes journées de façon paisible et en détente et à trouver un bon sommeil derrière. Vous avez collaboré à ce projet, Les Déviations, qui a donné lieu à un trimestriel. Vous prenez la parole et pour vous, notre santé mentale est directement liée à notre intestin. Alors les déviations, bien sûr, c'est sur ces changements de vie, ces reconversions, on en parle énormément aujourd'hui. En quoi le microbiote peut être décisif, finalement, dans un changement de vie ? C'est-à-dire que s'il est mauvais, peut-être que ça peut freiner sur le changement ? Ça va même plus loin que ça. Ça peut freiner, ça peut diminuer nos capacités à gérer émotionnellement le stress qu'on va nécessairement rencontrer tôt ou tard sur une vie d'entrepreneur. Cela va impacter les fonctions cognitives parce qu'il n'y a pas que la sérotonine, on a la dopamine. Le microbiote parle la même langue que le cerveau, donc les communications sont permanentes et donc si j'ai pas la dopamine, j'ai du mal à passer à l'action, j'ai du mal à mémoriser les choses, à apprendre, etc. Donc il a un lien, j'allais dire, factuel, pratico-pratique. Mais ça va plus loin que ça parce que le microbiote va influencer aussi nos comportements et notre personnalité. Alors là, on est encore vraiment dans les balbutiements, vraiment, mais il y a des études déjà assez poussées, je trouve, qui font une sorte de topographie du comportement, je ne sais pas comment dire, de dire, voilà, lorsqu'il y a telle bactérie vraiment beaucoup représentée dans notre microbiote, voilà à quel type, à quelles caractéristiques de personnalité, de tempérament, de comportement ça se rattache. Et donc forcément, si je modifie mon microbiote, je vais modifier certains aspects de mon tempérament, d'être plutôt vindicatif ou d'être plutôt au contraire sur la réserve, à pas aller vers l'autre, à pas prendre de risques. C'est extrêmement passionnant. Et au bout du compte, je me dis à quel point finalement qui je suis, c'est moi ou l'autre. Ça pose une question intéressante. Avant de nous quitter, notre microbiote, il est propre à chacun. Tout à fait. C'est comme l'ADN finalement. Oui. Oui. Vous parliez d'études, l'innovation, la recherche travaille énormément sur ce sujet. C'est explorer la faune intestinale est un sujet passionnant. Ça suscite aussi l'appétit des investisseurs, tant côté biotech que foodtech. C'est des éléments sur lesquels vous vous reposez en termes de recherche à ce niveau-là, dans le cadre de la médecine fonctionnelle. Oui, c'est une grande chance parce que maintenant, on est capable, une fois qu'on a la clinique, une fois que le patient vient avec ses symptômes, ou sa maladie, si c'est allé jusqu'à la maladie, on est capable de dire maintenant, OK, voilà comment je vois que ça a dû arriver chez vous, le process qui s'est mis en place et comment c'est déséquilibré votre organisme. Mais on va aller vérifier et compléter, si besoin même, les hypothèses diagnostiques avec des examens qui sont extrêmement précis, qui sont fiables. Alors, quand on examine le microbiote, ça nous donne un aperçu que de 30% de la flore, en fait. Mais ces 30%, ça permet déjà d'avancer tellement sur la santé du patient. Ça permet de pointer encore mieux et de personnaliser encore mieux nos traitements. C'est que le début. Et je trouve que déjà, ce que ça permet en termes d'efficacité, de soins, c'est énorme. Merci beaucoup, Michel Penka. C'est la fin de cette émission, vous l'aurez compris. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, nouveau menu, nouvelle invitée. Passez une excellente journée. À demain.